Bonjour à tous. Je vous invite à vous rapprocher, mais à rester debout, puisque Karine vous a concocté une petite animation surprise. Donc je suis très heureuse d'animer cette rencontre avec Vina Iridji, qui est journaliste basée à Forcalquier, qui est fondatrice d'un festival ami qui s'appelle Un autre rapport à la Terre, qui a eu lieu en octobre dernier à Forcalquier. Et on est ici toutes les deux pour poser des questions à Karine Pionetti. Karine, tu es ethnologue, chercheuse indépendante en écologie politique, mais tu es également spécialiste des questions de genre depuis plus de 20 ans et tu vis dans les Hautes-Alpes, notre département voisin depuis plus de 15 ans. Tu es parmi nous aujourd'hui car tu es à l'initiative du GRAP. Le GRAP, c'est un acronyme qui veut dire Groupe de recherche-action sur l'agroécologie paysanne. Ce GRAP, c'est un collectif dans les Hautes-Alpes créé en 2015, composé de paysans, de paysannes, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, de chargés de mission, de citoyens et de citoyennes, tous engagés dans la recherche d'alternatives agroécologiques. Ensemble, à 6 personnes, vous avez rédigé et édité une œuvre collective qui s'intitule « Dessine-moi la transition agroécologique », sorti en 2020. Et d'ailleurs, le livre est disponible au stand de la Carline. Je vous invite vivement à aller le consulter. C'est donc un livre très riche, puisqu'il synthétise 5 ans de recherche sur la transition agroécologique, avec des approches très diverses, dans un ouvrage grand public et accessible. C'est une forme de plaidoyer pour l'agroécologie. Et c'est un livre très dense, très fourni, à la fois un livre de recherche, mais aussi d'analyse, de récit et d'illustration. C'est ce livre que tu viens nous présenter aujourd'hui et aussi c'est les initiatives qui sont répertoriées dedans. Et pour commencer, j'avais envie de te demander, Karine, comment est né ce livre ? Parce que je crois que ce livre, c'est surtout le résultat d'un projet collectif de recherche-action autour de l'agroécologie paysanne. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu entends par agroécologie paysanne et qu'est-ce que c'est que ce groupe qui vous a réunis et vous a mené jusqu'à la publication de cet ouvrage qui est très intéressant. Je le recommande. Alors, en 2015, on était plusieurs à se connaître un petit peu, des gens qui venaient des mouvements paysans, des chargés de mission qui avaient déjà travaillé en ethnopastoralisme, par exemple. Et on a fait le constat que l'agriculture des Hautes-Alpes était quand même très tournée vers des filières longues, et puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'incitation pour aller vers la transition, même si en 2015, on ne parlait pas vraiment beaucoup encore de transition. Et donc on s'est dit, on va essayer de monter quelque chose à plusieurs. Voilà, donc on a monté un groupe, on était une dizaine, donc des chargés de mission, des paysannes, plutôt issus des mouvances agriculture paysanne. Moi en tant que chercheuse indépendante et des citoyens aussi engagés sur les questions d'alimentation, de circuits courts. Et puis on a monté de toutes pièces ce projet en répondant à un appel d'offres Fondation de France. Et donc on a eu des financements pendant 5 ans de la Fondation de France, un peu de la région PACA, mais ça n'a pas duré très longtemps, et puis de l'ADEME surtout, pour un projet sur la question d'agroécologie. Et pour répondre à ta deuxième question, pour nous, l'agroécologie, donc il y a le côté discipline scientifique, mais c'est pas ça n'a pas été notre porte d'entrée. La porte d'entrée qu'on a prise, c'est plutôt un mouvement social, c'est-à-dire des gens sur un territoire qui essayent de faire un peu bouger les choses. Et dans la conception de l'agroécologie paysanne, il n'y a pas que des pratiques. Il y a bien sûr les pratiques, ce qui se passe sur une ferme ou sur un agrosystème. Mais il y a aussi la notion de territoire, la notion d'apprentissage des nouvelles pratiques. Et puis tout ce qui est système alimentaire dans sa globalité. Ça veut dire repenser aussi le système alimentaire à partir de qu'est-ce qu'on produit sur un territoire, qu'est-ce qu'on transforme et qu'est-ce qui peut être consommé localement. Voilà, donc il y a vraiment la question système agroalimentaire qui nous intéresse aussi. Et ce qui est intéressant, donc, c'est le GRAP. Alors, GRAP, ça veut dire, tu peux rappeler ? Groupe de recherche-action sur l'agroécologie paysanne. Voilà, c'est que c'est vraiment un ouvrage collectif entre citoyens, chercheurs, des gens un peu plus spécialistes, j'imagine. Mais moi, je trouve que ça, c'est original aussi. Est-ce que tu peux raconter un peu comment c'est né, comment vous avez travaillé et quels étaient les objectifs ? Alors, au début, on n'a pas du tout eu l'intention d'écrire un livre, je vous le dis tout de suite. Ça a été la dernière étape qu'on aurait pu ne pas faire aussi, mais que j'ai décidé de faire pour des raisons que j'expliquerai peut-être. Le projet, on avait orienté sur la question de la relocalisation alimentaire, l'adaptation au changement climatique et les savoir-faire autour de l'agroécologie. Et donc, la vérité, c'est que les premières années, on a quand même pas mal tâtonné. Il y avait que moi qui avait une idée de ce que c'était que la recherche-action.
qui est une idée de faire émerger des processus. On avait des hypothèses de travail, mais l'idée c'était de faire émerger aussi des besoins du territoire, de créer des groupes. Donc très vite, on s'est mis à travailler avec des dynamiques collectives, rassembler des agriculteurs ou des agricultrices autour de problématiques qui étaient similaires sur des micro-territoires. On n'a pas cherché à travailler à l'échelle de toutes les Hautes-Alpes, même si finalement on a réussi à couvrir le territoire. Donc on a travaillé sur la question de semences paysannes, on a réuni des fromagers fermiers qui avaient envie de réfléchir ensemble à comment faire évoluer la transformation à la ferme. On a réuni des femmes paysannes, donc on a eu ce groupe qui s'appelait Groupe Femmes et Agroécologie, qui existe encore. Et donc on fonctionnait en mode atelier participatif, des choses un peu comme j'ai faites là, mais plus poussées aussi sur des questions précises. Et on voyait quels besoins émergeaient. Et on s'est rendu compte que très vite, il fallait répondre aussi à ces besoins. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces groupes et que les groupes ensemble cherchaient des solutions à des problématiques qui se posaient. Voilà. Et donc on a eu aussi pas mal d'étudiantes qui ont travaillé avec nous que j'accompagnais, et on a fait beaucoup d'entretiens. On a commencé d'ailleurs par faire 60 entretiens la première année pour comprendre les Hautes-Alpes, le système agricole des Hautes-Alpes, c'est quoi. Voilà. Et donc finalement, ce livre, quand on le lit, on se dit aussi qu'il donne de l'espoir, puisqu'il montre que vous êtes sur un territoire très dynamique en termes d'initiatives en matière de transition agroécologique, mais il est quand même fait dans un contexte plus global en France et en Europe, où le système dominant reste un modèle d'agriculture intensive et productiviste, et où l'agroécologie est loin d'être la norme. Est-ce que tu pourrais revenir assez brièvement, mais sur un état des lieux, peut-être des grandes tendances du modèle agricole actuel dominant, et peut-être nous expliquer aussi pourquoi, dans ce livre qui parle de transition agroécologique, qui est quand même dédié à ça, vous avez tenu à revenir si longuement aussi sur ce modèle. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le monde agricole aussi ici. Et puis moi, je ne suis pas experte non plus du monde agricole global. Mais bon, globalement, on a en France un scénario avec effectivement une hyper spécialisation. Donc des zones qui sont plutôt vouées à l'élevage intensif, des zones qui sont plutôt sur les grandes céréales. Bon, dans nos régions, on a un peu plus de mixité. On a beaucoup d'élevage au vin, évidemment. Dans les Hautes-Alpes, c'est 2 fermes sur 3 qui sont en élevage au vin. Donc, bon, avec bien sûr des politiques agricoles qui ont encouragé la mécanisation, la modernisation, l'hyperspécialisation. La PAC qui joue un rôle important sur l'attribution du foncier et qui en fait bloque aussi finalement l'émergence de systèmes alternatifs jusqu'à un certain point. Donc on est revenu là-dessus aussi dans le livre, pour 2 raisons. Un, parce que ce qui nous intéressait, nous, c'était les initiatives de transition sur ce territoire. Parce qu'au début, j'ai parlé beaucoup comment on accompagnait des dynamiques collectives paysannes, mais on a aussi beaucoup travaillé sur le système alimentaire, documenté ce qui se passait dans les cantines, qui essayaient de mettre plus de bio et plus de local dans l'assiette des enfants, travailler avec des abattoirs de proximité, des fromageries, qui sont finalement ces outils importants sur un territoire. Et donc on voulait raconter essentiellement tout ça, tout ce qui s'est passé en 5 ans sur ce territoire, des petites choses que nous on a contribué à faire émerger, et puis des choses qu'on a simplement vues se passer, parce qu'entre 2015 et 2020, il y a eu une foison d'initiatives. Mais on s'est dit, si on raconte que ça, en fait, on va passer un peu pour le monde des bisounours, dans le sens où tout ça, ça vient s'adosser sur un système global dominant, nous on l'appelait système agricole et alimentaire dominant, où sur l'alimentation, 90% des habitants font encore leurs courses en supermarché, on ne va pas se leurrer. L'agriculture, c'est encore une agriculture qui est... le modèle dominant continue d'accaparer, entre guillemets, les terres, le foncier et les aides publiques. Et toutes ces initiatives de transition essayent de se faire une place et coexistent en fait avec ce modèle dominant, mais on ne peut pas nier l'existence de ces fermes qui sont de plus en plus grandes. Ça, je n'ai pas parlé de ça, mais la concentration des acteurs et des fermes qui sont de plus en plus grandes. En 20 ans, on a perdu un quart des exploitations dans les Hautes-Alpes. Voilà, juste un exemple, mais c'est la tendance globale en France. Les exploitations sont de plus en plus grandes. Oui, parce que les fermes disparaissent. Beaucoup de fermes disparaissent. Je crois qu'il y a 12 000 exploitations qui disparaissent chaque année. Et du coup, parallèlement à ça, les plus grosses fermes absorbent en fait les terrains de celles qui disparaissent. Oui, tout à fait. Il y a cet agrandissement des fermes, pour certains qui est voulu politiquement, parce que les politiques agricoles encouragent ça, la PAC notamment.
Il y a aussi d'autres phénomènes. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, le lait, la filière lait s'effondrait. Ça faisait partie des constats sur lesquels on est parti. La filière lait était en effondrement. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on avait perdu un quart des exploitations laitières, si pas plus, pour des raisons d'économie. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus vivre de ce métier-là, donc ils arrêtent. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'on a effectivement une concentration des terres et un agrandissement des fermes globalement. Donc comment lutter contre ça à l'échelle locale? Oui, c'est sûr que la PAC n'encourage pas du tout les petites fermes. Les petites fermes, oui. Puisque y a 80% des aides de la PAC qui sont réparties sur seulement 20% à peu près des exploitations, selon ce que j'ai lu, il me semble, dans le livre. Oui. Ouais. Et puis là, j'avais les chiffres entre 2000... il y a eu un recensement agricole en 2020, donc de 2010 à 2020. Les petites fermes, donc ou les micro-fermes qui sont de 12 hectares, les petites de 48 hectares et les moyennes jusqu'à 100 hectares, toutes ces fermes-là sont en déclin. C'est-à-dire qu'on a moins 20, moins 30%. Et les seules fermes où il y a une tendance positive, c'est les grandes exploitations de plus de 100 hectares au niveau français global. Alors effectivement, ça fait, même si le contexte est quand même encore pas très glorieux avec ces politiques européennes de la PAC, il y a encore une marge d'action possible. Et c'est vrai que le sous-titre de ton livre, c'est « Comment transformer l'agriculture et l'alimentation sur un territoire ». Et du coup, je voulais te demander comment on peut comprendre cette expression « transition agroécologique », parce que tu proposes une grille de lecture. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette terminologie? Alors pour nous, la transition, c'est vraiment comment on transforme, on fait évoluer des systèmes. Comme je disais, il y a une coexistence en fait de systèmes plutôt tournés vers l'agroécologie, donc plutôt des petites fermes qui sont en agriculture paysanne ou la bio, qui est en train de se développer aussi beaucoup. Et puis ces fermes, ces exploitations plus grandes et qui sont tournées plutôt sur ou l'exportation ou les filières longues. On va revenir sur la notion de filière. Donc la transition, c'est des processus de changement qui se passent à la fois au niveau des fermes, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, au niveau des territoires, au niveau de la manière dont, par exemple, les agribio, on a eu la table ronde hier soir, Agribio va essayer de promouvoir des techniques alternatives. Et puis, c'est aussi des changements au niveau des relations sociales et des liens entre les fermes, les abattoirs, les fromageries, les cantines, la restauration collective et les acteurs industriels qui peuvent aussi jouer un rôle de levier. Donc, pour nous, la transition, c'est vraiment des processus globaux. C'est pas que regarder à l'échelle des fermes, c'est regarder à l'échelle des territoires. Qu'est-ce qui se remet en route pour densifier en fait ce maillage de petites fermes qui vont pouvoir vendre leur production à la cantine ou au restaurant ou au refuge. Et tous ces acteurs, en fait, là, vont se mettre en synergie pour créer un mouvement qu'on va pouvoir appeler transition. Même s'il n'est pas nécessairement visible à l'œil de tous, il existe bien sur le territoire, en tout cas sur les Hautes-Alpes et ici, je pense aussi. Alors justement, pour rebondir, alors en quoi le rôle des petites fermes il est primordial dans la transition agroécologique ? Alors pour plusieurs raisons. Souvent, ces petites fermes-là, c'est celles qui sont les plus diversifiées. C'est les plus tournées vers la vente directe, les circuits courts. On a aussi du bio dans les petites fermes et une sorte de recherche d'autonomie à la fois au niveau des intrants, au niveau de la décision, au niveau des circuits, ça va décider à qui on va vendre sa production. Donc dans ces petites fermes, on trouve finalement un ensemble de ces facteurs-là. Et je voulais aussi rappeler que donc j'ai posé la question tout à l'heure dans l'animation sur la place des femmes. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Moi, je travaille beaucoup sur ces questions-là aussi. Il se trouve que les fermes, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à avoir des exploitations de petite ou moyenne taille. Donc les hommes et les femmes ne sont pas au même plan. Et puis, un tiers des exploitations en France en bio sont pilotées par des femmes, alors qu'il n'y a que 25% de femmes chefs d'exploitation. Donc en fait, les femmes sont surreprésentées d'une certaine manière dans la bio. Et les fermes qui sont gérées par des femmes sont quand même plus souvent tournées aussi vers la vente directe, les circuits courts, la diversification. D'où un atout aussi, j'ai failli prendre la parole hier soir pour en parler. La question de l'adaptation au changement climatique, elle est aussi genrée. C'est-à-dire que les femmes et les hommes ne sont pas égaux par rapport à ça. D'un certain côté, il y a des inégalités. C'est-à-dire que les femmes ont moins accès au foncier, moins facilement accès au foncier, moins accès aux aides agricoles. Donc ça les pénalise du point de vue de l'adaptation au changement climatique. Elles sont moins nombreuses à se former sur des aspects techniques. Par contre, les femmes agricultrices en France sont globalement moins endettées, ce qui est un atout pour l'adaptation.
Et puis, elles sont plus diversifiées. Enfin, c'est des fermes qui sont plus diversifiées, qui vont essayer de trouver des ateliers, faire du maraîchage, mais aussi quelques poules ou des fleurs ou des choses comme ça. Donc, cette diversification, c'est aussi un facteur d'adaptation au changement climatique. Une des caractéristiques aussi du modèle économique agroécologique, puisque c'est quand même une question importante aussi, le modèle économique dans les fermes, c'est que bien souvent les fermes font la transformation à la ferme, en tout cas plus que dans des fermes classiques. Dans les fermes agroécologiques, on transforme plutôt à la ferme et on privilégie aussi la vente en circuit court. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que c'est une des clés du modèle économique agroécologique et peut-être évoquer aussi ce que vous avez mis en place avec la plateforme Échange Paysan dans les Hautes-Alpes. Alors, je vais prendre peut-être l'exemple du lait, parce que j'en ai un petit peu parlé déjà, ou de l'élevage au vin, parce que c'est quand même deux productions importantes au niveau des Hautes-Alpes. Au niveau du lait, le modèle dominant, c'est des fermes avec des très gros investissements en bovin lait, et puis une vente en filière longue. Donc c'est ce qui était dominant sur le paysage des Hautes-Alpes jusqu'en 2015 à peu près. Donc un lait qui est vendu à Sodial, Lactalis, donc grosso modo des groupes, des coopératives, mais des très gros groupes qui ne payent pas très bien le lait et qui surtout aussi verrouillent au niveau du bio. Et puis en 2015, on a vu arriver sur le territoire à la fois de plus en plus d'acteurs de la transformation à la ferme, des gens qui se disent ok, on arrête avec Sodial, on va vendre nos yaourts, nos fromages. Bon, ça c'est quand même tout un processus de changement au niveau de la ferme. Et aussi des fromageries qui étaient déjà là mais qui se sont développées ou des nouvelles fromageries. Et l'intérêt des fromageries sur un territoire, c'est qu'elles vont acheter le lait bien souvent à un meilleur tarif. Donc pour donner un exemple, Sodial, pour ne pas le citer, achète le lait, donc c'est un apparateur agro-industriel, on va dire, achète les laits entre 280 et 330, on va dire 300 € en moyenne la tonne. Une fromagerie va l'acheter 400 € la tonne de lait. Biolay la paye à 450. Bon, je pense que là, c'est en train de baisser. Mais voilà, donc en fait, on a un différentiel énorme sur le plan économique. Donc, on peut avoir des plus petits troupeaux et mieux gagner sa vie, tout simplement, quand on est en circuit court ou quand on va sur des filières courtes, type fromagerie. Oui, justement, dans le livre, vous donnez l'exemple notamment du blé qui rapporte 45 centimes le kilo en filière longue et entre 5 et 6 € le kilo une fois transformé en pain. Donc presque 10 fois plus, plus de 10 fois plus en fait. Oui. Donc ça montre bien que la transformation, transformer à la ferme, ça permet aussi du coup de vendre nos produits plus chers et d'avoir du coup une marge. Oui. Après, par contre, ça implique d'avoir plus de ressources humaines à la ferme. Oui, ça fait des fermes, ça fait une viabilité économique qui est différente. Et effectivement, par contre, le temps de travail sur les marchés, sur la transformation, il faut aussi le prendre en compte. Bien souvent, il est pas suffisamment pris en compte. Et c'est pareil sur les ovins. Des gens qui vont vendre en caissette leur viande en allant faire abattre. Par exemple, nous, on a un abattoir de proximité à Guiestre qui a été repris par des éleveurs et des éleveuses qui avait fermé. Ça permet aussi de vendre bien mieux sa viande que si on la vend à la coopérative qui s'appelle Agneau de Provence, Agneau Soleil. Et du coup, de pouvoir réduire ses troupeaux in fine. Donc, et d'occuper moins d'espace aussi. Voilà, donc, et pour répondre à ta deuxième question sur Échange Paysan, c'est une structure qui s'est montée un peu avant je crois en 2013. Et l'idée, c'est de rendre accessibles des produits locaux à la restauration collective. Bon, la restauration collective, c'est vraiment un levier de la transition, puisqu'il y a énormément de repas qui sont préparés par jour dans les cantines, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans la restauration collective globalement. Et donc, si tous ces acteurs-là du terrain peuvent acheter local, ça crée quand même une manne de possibilités de débouchés pour des producteurs locaux. Seulement, la difficulté, c'est... chaque producteur ne va pas aller amener ses fraises ou ses pommes ou sa viande d'agneau à la cantine. Donc, Échange Paysan, finalement, regroupe des produits, toutes les productions des Hautes-Alpes, pour les revendre à la restauration collective. Donc, c'est comme un grossiste, mais qui est basé sur le territoire et la relocalisation et la valorisation des produits locaux. Donc, c'est un acteur, en fait, essentiel de cette transition. Il y en a dans d'autres départements qui s'appellent autrement, mais... Cette notion on rassemble les produits et on les livre à la Restoco dans une espèce de médiation commerciale d'intérêt général, c'est un modèle intéressant et nécessaire pour dynamiser ces processus de transition. Et d'un point de vue écologique aussi, j'imagine.
Oui, beaucoup moins de transport, bien sûr. Oui. Oui, la nourriture ne fait pas même 5000 ni 500 km, elle en fait que 20 ou 40, quoi. Et justement, pour finir sur la transformation, je voulais aussi dire que elle offre vraiment un espace de créativité aussi pour les producteurs, et puisqu'elle donne lieu à des produits très variés et très ancrés finalement sur le territoire, avec à chaque fois des saveurs uniques. Et donc c'est ça aussi qui fait partie finalement des initiatives de transition agroécologique. Et je voulais te demander aussi, vous consacrez une partie importante dans le livre à parler des réseaux, de l'importance des réseaux dans le milieu paysan. Les réseaux formels, plus du milieu associatif, agribio, les AMAP. Ou les CUMA, par exemple, oui. Et aussi les collectifs d'entraide plus informels. Vous parlez beaucoup des bienfaits de ces réseaux. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ? Oui, en fait, en organisant ces ateliers participatifs et en essayant de créer des dynamiques collectives, on s'est aperçu de ce maillage un peu invisible, je parle des fils invisibles sur ce territoire, tout à fait. Qu'on commence à connaître en fait quand on commence à être au contact aussi de ces gens qui sont sur le territoire et qui ont des fermes oui, essentiellement dans le monde paysan. L'importance, il est à différents niveaux. D'abord, c'est de l'entraide et c'est sortir de l'isolement. Sortir de l'isolement sur les fermes. La question de l'isolement touche quand même le monde agricole de manière assez forte. Et on se rend compte que les gens le font de manière assez informelle. Là, je regarde les exemples à nouveau, mais par exemple, Baptiste, qui a un trieur mobile et qui trie ses semences avec 2 autres collègues. Des échanges, par exemple, entre l'apicultrice qui va mettre ses ruches chez des céréaliers et des gens qui font aussi des arbres. Et du coup, les ruches vont aider à polliniser l'arboriculture en bio. Enfin, donc, il y a tous ces échanges-là qui se font de manière invisible, mais très, très dense, en fait, au niveau du monde paysan. Et c'est important pour la transition, parce que finalement, ça fait des échanges de pratiques, des échanges de savoir. On se rend compte que la transition, c'est pas que une monoculture, c'est une diversité de production qui interagissent entre elles, qui permet aussi des échanges, de la mutualisation, de mutualiser par exemple une démarche commerciale. On va voir, moi je connaissais des agriculteurs qui vendaient l'un pour l'autre des fois au marché, des choses comme ça. Donc tout ça, ça crée un tissu en fait social et économique hyper important. Qui va aider cette transition d'une manière ou d'une autre, quoi. Et puis c'est aussi ça a aussi le rôle de soutien psychologique. Oui, alors on l'a vu par exemple avec le groupe Femmes et Agroécologie quand on l'a monté. Donc c'est des femmes on a laissé un petit peu venir qu'est-ce qu'elles avaient envie de faire, toutes ces agricultrices entre elles. Et finalement, ce qu'elles ont eu le plus envie de faire, c'était de la solidarité et de l'entraide sur les fermes, c'est-à-dire des chantiers collectifs, une fois par mois. On allait sur la ferme de l'autre pour aider à des chantiers un peu lourds, quoi. Par exemple, nettoyer une fromagerie, s'occuper d'un canal, aider à la mise en pot, des choses comme ça. Donc en fait, cette solidarité entre les fermes, elle est hyper importante parce que ça leur permet de voir ce qui se passe ailleurs et de se sentir moins seul. Et puis de créer des connexions et de pouvoir, le jour où je fais ma transhumance de ruche, m'adresser à ma voisine qui va pouvoir venir m'aider. C'est des choses qui sont importantes dans ce monde-là, oui. Bien sûr. C'est évident. Alors, on parlait des initiatives un peu informelles ou citoyennes ou paysannes. Et comment, par contre, les collectivités locales, elles peuvent accompagner et soutenir les initiatives de la transition sur un territoire ? Alors, bonne question. Déjà, j'ai parlé de la restauration collective. Par exemple, à Briançon, qui est finalement l'une des cantines, qui a l'une des cuisines centrales les plus en avance, je pense, en France. On parle souvent de Moinsartou, dans les Alpes-Maritimes, puisque c'est une commune, une collectivité qui a réussi à aller assez loin sur l'alimentation durable dans les cantines. Mais finalement, Briançon a fait un petit peu pareil. Aujourd'hui, ils ont 70% de bio et 60% de local. Donc ça, c'est une manière dont les collectivités peuvent décider on oriente, même si c'est pas évident de le faire, mais les marchés publics vers des producteurs locaux. Par exemple, je crois que dans son cahier des charges, Briançon, la gestionnaire de la cantine, enfin c'est plus qu'une cantine, c'est une cuisine centrale, elle dit yaourt de chèvre ou glace au lait de chèvre. Et elle sait que les industries ne vont pas pouvoir répondre à ce cahier des charges-là. Donc elle sait qu'elle va avoir des producteurs locaux, par exemple. Donc il y a des leviers comme ça que peuvent utiliser les collectivités. Souvent c'est le reste-co. Après, ça peut être aussi la question du foncier, rendre le foncier assez accessible pour que des
des nouveaux des projets agricoles émergent, plutôt que la SAFER joue un rôle aussi. Plutôt que les terres continuent d'aller au plus gros, comment on fait en sorte de mettre... il y a par exemple une notion de réserve agricole foncière qui va permettre d'identifier les terres qui peuvent être utiles pour des nouvelles installations agricoles. Donc ça fait partie de ce que peuvent mettre en place des communes ou des collectivités. Identifier des terres communales ou, il y a les deux. Il y a les biens sans maître, c'est-à-dire d'identifier des terres qui sont pas... dont on ne sait plus à quelles appartiennent. Donc ça peut créer un pool de terre. Et là, ça fait en train de bosser là-dessus dans les Hautes-Alpes. Donc ça fait un pool de terre sur lequel on peut installer des gens. Et puis il y a aussi, il y a différents systèmes qui peuvent permettre de faciliter l'accès au foncier, parce que le goulot d'étranglement pour la transition, c'est quand même le foncier, et d'avoir des terres disponibles pour des cultures nouvelles aussi. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, il y a beaucoup d'élevage ovin, mais finalement, on mange très peu d'agneaux. Donc, c'est un élevage qui est très tourné vers les filières longues, alors qu'en fait, il y aurait besoin de beaucoup plus de maraîchage, de céréales type petite épeautre, de légumineuses. Donc, de savoir ce dont tu aurais besoin et comment on installe des gens qui vont aller vers ces productions dont on a besoin sur un territoire pour alimenter la population. Ça fait partie des démarches un peu poussées, un peu systémiques qui peuvent exister et qui peuvent vraiment accélérer ces processus de transition. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur la notion de filière ? Tu l'as évoqué tout à l'heure, et puis c'est vrai qu'au moment du débat mouvant, enfin de l'animation participative, on t'a posé la question. On voyait que c'était pas non plus tout à fait clair pour tout le monde. Peut-être ça pourrait être bien de, rappeler quelques mots. Oui, une filière courte, c'est un nombre d'intermédiaires qui est réduit entre la production et la consommation. Donc on va avoir un ou deux acteurs dans la filière. Donc typiquement, soit des chèvriers qui vont produire du fromage ou des yaourts. Il n'y a qu'un seul. S'ils sont en vente directe, il n'y a qu'un seul acteur. S'ils passent par une fromagerie, il y a un intermédiaire, mais ça s'arrête là. Les filières longues, globalement, ça a été les coopératives, mais on vend. La production est vendue à un acteur qui va emmener souvent la production loin pour la transformer de manière industrielle. L'exemple à nouveau de l'agneau de Sisteron, il y a un label agneau de Sisteron, donc la plupart des agneaux produits dans les Hautes-Alpes sont vendus en filière longue, quittent le territoire et après vont partir ailleurs en France ou à l'étranger. Donc en fait, il n'y a plus de la maîtrise sur le produit fini. Et puis, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que ces filières longues, il y a un phénomène de concentration absolument majeur. Par exemple, l'agneau Soleil, la coopérative Agneau Soleil qui achète la plupart des agneaux haut alpins. Il y avait 5 ou 6 opérateurs il y a 20-25 ans, avec des abattoirs de proximité qui se sont tous petit à petit fait racheter les uns par les autres. Et ces coopératives, finalement, sont en train de se concentrer. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul acteur au niveau de la région PAC. Et donc, qui dit concentration, dit aussi que les producteurs n'ont plus du tout la main là-dessus, maîtrisent plus les prix, maîtrisent plus la transformation. Donc, la question de filière courte, c'est aussi une question de maîtrise des modes de production et puis de la transformation et de la vente et des prix. Oui, parce que tu rappelais, je ne sais plus tout à l'heure quand on discutait, tu rappelais bien que la transition agroécologique, elle se faisait à 3 niveaux, au niveau de la production, au niveau de la... C'était quoi déjà ? Au niveau aussi des techniques et des apprentissages. Ensuite, au niveau des relations économiques et sociales. C'est-à-dire tout ce retissage de liens entre les abattoirs, les fromageries, les acteurs locaux, les cantines, etc. Et puis, au niveau institutionnel, dans le meilleur des cas, enfin dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un accompagnement institutionnel de ces processus-là, c'est-à-dire des lois, des politiques, des mesures d'accompagnement. Bon, il y en a quelques-unes, il y en a de plus en plus. Là, j'étais à Nantes là, pour les assises de la transition agroécologique. Il y a cette notion de PAT, projet alimentaire territorial. Ça, c'est un outil qu'a mis en place le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour essayer de faire bouger les territoires sur ces questions-là. Donc, c'est un outil qui est en train de vraiment en prendre. Il y en a aujourd'hui 350 en France qui sont portés par des communes, des parcs, des grosses métropoles aussi. Donc, il y a des outils comme ça, réglementaires et politiques, qui peuvent vraiment aider. Donc, ça, c'est tout le côté institutionnel dont on a vraiment beaucoup besoin, puisque les politiques agricoles ne poussent pas nécessairement dans la transition aujourd'hui. Et alors, ce livre, donc, il a été publié en 2020, c'est ça ? C'est ça. Est-ce qu'il a inspiré, entre guillemets, certaines personnes ? Comment est-ce qu'il a été diffusé ? Il a été largement diffusé dans les Hautes-Alpes, ou est-ce qu'il a été
diffuser que dans des points déjà repérés, disons, avec des gens déjà sensibilisés à la question? Est-ce que... Oui. Deux mots sur le livre. En fait, comme j'ai dit au début, on n'a pas l'intention d'écrire un livre seulement au bout de 5 ans. Avec tout ce travail qu'on avait fait, tous ces entretiens, cette compréhension finalement d'un système global et de la transformation. On s'est dit que finalement c'est quelque chose qui pourrait servir à d'autres territoires, parce qu'il y a beaucoup de territoires qui sont intéressés par ces questions et qui sont à plus ou moins avancés en fait sur la transition. Et comme je pense qu'on avait quand même arrivé à avoir une vision un peu systémique et d'ensemble, moi j'ai pris 1 année pour rédiger tout ça et proposer ça à d'autres territoires. Alors il a été vendu ce livre dans les Biocoop qui ont bien joué le jeu au niveau du département des Hautes-Alpes, pas mal de librairies aussi. Bien sûr, au niveau des producteurs, tous les producteurs et les productrices qui avaient participé, à peu près 200 personnes qui avaient participé à tout ce travail pendant 5 ans ont eu un exemplaire. Et puis, c'est aussi un ouvrage collectif, c'est ça qui est intéressant de souligner. Alors aujourd'hui, 2 ans après, j'ai l'impression que c'est maintenant qu'il voyage le plus. Il y a des ans, je pense que finalement il a eu accès à des réseaux alternatifs, les étudiants s'y intéressent aussi. Il y a quand même pas mal de programmes aujourd'hui dans la transition, sur la question de transition, des lycées agricoles. Je sais qu'en Isère, il y a des personnes, on nous en a acheté beaucoup pour essayer de faire émerger des mouvements comme ça. Je pense qu'il y a ces dynamiques collectives veulent émerger dans beaucoup d'endroits. Ça prend beaucoup de temps, donc c'est pas facile. Mais ce livre, il donne un petit peu espoir, comme tu le disais, Vina, en montrant que c'est possible en fait de mobiliser. Nous, on n'était pas non plus, et on n'a pas eu non plus beaucoup de budget. On était un petit groupe, mais en fait, à force de persévérer, on a quand même réussi à mobiliser pas mal d'acteurs sur le territoire. Donc c'est possible. Ouais. Et justement, tu conclus ton livre en disant que les Hautes-Alpes possèdent de nombreux atouts pour devenir un territoire de transition agroécologique, énergétique et citoyenne. Alors, toi qui connais peut-être un peu le 04, est-ce que tu penses que notre département il est aussi un territoire fertile pour dessiner cette transition agroécologique que tu décris dans ton livre? Merci. Bon, je pense que ce sera peut-être un objet du débat. Vous connaissez mieux les Alpes de Haute-Provence que moi ici, mais globalement, je pense qu'on a des profils assez similaires nos deux territoires. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi pas mal de petites fermes ici. Des conditions aussi météo qui font que de toute manière, il ne peut pas y avoir des immenses exploitations, sauf en arboriculture, où là, je pense que vous avez, comme chez nous, des très grandes exploitations qui sont très tournées aussi vers l'export. Mais en dehors de ça, on a aussi 30% à peu près de surfaces en bio, qui sont déjà en bio, et puis des mouvements de conversion vers la bio qui sont encore très dynamiques, y compris en arboriculture d'ailleurs, dans les Hautes-Alpes. Et ici, je pense que c'est pareil. On a une diversification aussi. Tu me parlais des plantes aromatiques et médicinales. Donc il y a pas mal d'atouts, je pense, sur ce territoire, à la fois au niveau des acteurs du terrain, et puis de cette diversité déjà. C'est ça qui est important en fait. C'est d'avoir des diversité d'acteurs et puis des gens différents types de production qui sont tournés vers l'alimentation locale. Les céréales, ça nourrit directement les gens, si ça part pas en filaire longue pour alimenter le bétail. Donc oui, je pense que les atouts, ils sont là, et je pense qu'il y a aussi une sorte de vivier d'initiatives, d'associations, de gens qui sont très dynamiques déjà, donc tout ça contribue. Après, il faut peut-être juste tisser ces liens ou créer plus de synergie pour que ça aille un peu plus loin. Oui, justement, oui, je pense qu'on est aussi effectivement sur des territoires assez voisins dans tous les sens du terme. Et puisque je sais que dans les Alpes de Haute-Provence, on a aussi à peu près 30% des surfaces agricoles du département qui sont en bio. Et on a des productions, je crois, assez similaires aussi, puisque donc, dans les Hautes-Alpes, tu disais, c'est quoi les productions? C'est élevage au vin, mais intensif. Je pense qu'ici, vous êtes plus sur caprin au vin, peut-être tourné vers la transformation directe. Beaucoup d'arboriculture, en termes de volume, ça c'est énorme. Et puis lait. D'accord. Ah oui, non, c'est pas tout à fait la même chose en fait. Nous, c'est plutôt les fruits en première production qui dominent le secteur agricole. Ensuite, c'est l'élevage au vin. Et ensuite, l'élevage au vin et caprin. Et ensuite, c'est les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Voilà. J'imagine que la lavande fait partie de ça aussi. Oui, ouais. oui. Derrière le Vaucluse, je crois, je crois qu'on est les deuxièmes producteurs de lavande derrière le Vaucluse, il me semble.
Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Écoute, peut-être qu'on peut laisser circuler la parole dans le public pour poser quelques questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réflexions à soumettre ou des réactions, tout simplement, à soumettre à Karine. C'était au sujet du foncier tout à l'heure. Je me souviens plus exactement du terme. J'ai entendu bien 100 mètres. Oui. Comment c'est possible d'oublier des terres? Comment se fait le... Alors moi, j'ai pas toutes les données techniques derrière ça, mais oui, ça s'appelle des biens vacants 100 mètres. Et donc là, ça fait, je sais pas si c'est au niveau national ou que dans les Hautes-Alpes, mais je cherche vraiment à recenser ces biens vacants 100 mètres. Ouais. Ici aussi, me dit la dame, oui. Parce qu'en fait, ça représente des hectares sur chaque commune. C'est des terres, oui, enfin oubliées, je sais pas, en tous les cas... je pense que la procédure, c'est on fait un appel à propriétaire et si personne ne se manifeste au bout d'un certain temps, on considère que c'est des biens vacants 100 mètres. Et donc, je sais qu'il y a une commune qui a pu, je pense, identifier comme ça autour de 70 hectares. Et apparemment, toutes les communes sont concernées par ça. Donc, en fait, une fois qu'on a identifié ces terres, ensuite, il peut y avoir une politique proactive d'une commune pour dire, OK, là-dessus, on va réserver ces terres pour de l'installation agricole qui soit tournée vers la vente directe ou la consommation locale, quoi. Donc des productions à petite échelle qui nourrissent les gens et pas pour l'exportation, quoi. Merci. Ça répond? Oui. Ouais, merci. Et justement, je crois, Karine, que dans les Hautes-Alpes, c'est un territoire où il y a énormément de résidences secondaires et c'est aussi pour cette raison que beaucoup de terrains sont non identifiés. Enfin, terrains, comment tu dis? Bien 100 mètres. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle il y aurait beaucoup de bien 100 mètres, c'est qu'en fait, il y a plein de résidences secondaires qui ont été transmises de génération en génération, puis finalement, personne s'en occupe, et puis après, on oublie les propriétaires, quoi. Et je crois que c'est ça. Souvent, c'est des petites parcelles un peu morcelées, mais du coup, justement, l'idée, c'est d'arriver à consolider ces parcelles pour en faire... oui. Oh, j'ai plusieurs... Alors, là, ma question, c'est celle-ci. Comment arriver à faire face à la pression de la FNSEA, qui est énorme et qui laisse très peu de place à l'agriculture biologique. Mais souvent, j'allais dire, qu'il y a ses représentants à la Confédération paysanne. Ça, c'est ma question. Mon intervention, elle concerne les biens 100 mètres et le foncier. Je connais aussi le 0,5. Je pense que dans le Briançonnais, il y a une pression sur le foncier qui est extraordinaire, due au fait que de toutes ces grandes stations qui sont extrêmement chères, mais ça atteint des sommets. Donc effectivement, là, ils doivent rencontrer vraiment de gros problèmes. Ici, à Fort-Calquier, on avait travaillé un peu cette question des biens 100 mètres parce qu'on était une liste concurrente à celle du maire actuel et on avait un groupe de réflexion autour de l'agriculture, de la production biologique, de l'alimentation des cantines, etc. Et on avait comme projet de recenser les biens 100 mètres pour permettre l'installation d'agriculteurs bio. Donc, voilà, ça vient rejoindre un peu vos préoccupations. Merci de me répondre pour la FNSEA, parce que je trouve que c'est extrêmement difficile. En plus, ils ont des relais sur le plan national, ils ont des relais même sur le plan européen. Enfin, c'est du délire, quoi. Grosso modo, en France, on a un syndicat majoritaire qui s'appelle la FNSEA, qui a ses incarnations départementales avec les FDSEA, qui souvent tiennent les chambres. Et qui a des liens très forts avec tous les semenciers, tous les fabricants en fait, de produits chimiques pour faire vivre l'agriculture industrielle. Voilà. Ils sont très, très représentés dans les chambres d'agriculture, vraiment. Merci de le souligner. Et bon, il y a eu ce qu'on appelle, pour écrire, du coup on en parle quand même dans le dernier chapitre, là, pour écrire ça, j'ai été obligée de me plonger dans ce qu'on appelle la cogestion, c'est-à-dire qu'en fait il y a une histoire très étroite, historiquement, un lien très étroit entre la FNSEA et les ministères de l'Agriculture au fil des années, qui est encore opérationnel aujourd'hui, on peut dire. Et donc, face à ça, il y a d'autres syndicats minoritaires, notamment la Confédération paysanne, qui défend une agriculture paysanne, avec laquelle nous, on a beaucoup travaillé. Une part de nos analyses politiques dans son livre découle quand même de l'engagement de la Confédération paysanne sur un territoire pendant des années.
Alors, effectivement, les chambres sont entre guillemets tenues, plus ou moins, selon les départements. Dans les Hautes-Alpes, j'entends que c'est plus, par cette vision de l'agriculture, productiviste, intensif, etc. Alors, bon, ta question, elle est intéressante. Je pense que nous, on s'est dit, on ne va pas chercher à lutter contre, on va faire quelque chose à côté, en parallèle. Et c'est pour ça qu'on a pu faire ce qu'on a fait, avec aucun soutien de la Chambre. On est allé les voir. Bon, ce qui est encore plus surprenant pour moi, c'est de voir que le département, finalement, prenait ses ordres de la Chambre chez nous. Donc, tu vois aussi qu'il n'y a pas toujours une autonomie politique très forte au niveau des instances qui sont censées être neutres et représenter l'État. Mais on a fait sans, en fait, et on n'a pas cherché à aller frontalement contre. On a soutenu et encouragé les mouvements qui étaient à côté et en parallèle et qui venaient et qui n'étaient pas, voilà, dans tous les gens qu'on a rencontrés, c'était pas que des gens confs, hein, c'était loin de là. On a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de tous les profils, de toutes les mouvances. Mais c'est sûr que c'est très important de comprendre ces rapports de force et de pouvoir. Moi, je fais de l'écologie politique, comme ça a été dit en introduction. Donc, l'écologie politique, c'est comprendre les questions des intérêts, qui défend quoi, dans le bénéfice de qui et dans l'intérêt de qui. Donc pour moi, c'est au cœur de ces sujets-là. Au début, on se rendait compte, quand on est dans des réunions ailleurs, on parlait de projets alimentaires territoriaux, tout ça c'était assez dépolitisé, c'est-à-dire qu'on va mettre un repas végétarien dans une cantine, mais en réalité, il y a effectivement un pouvoir en place qui est très puissant et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'accaparement aussi des terres, c'est-à-dire les terres, les lobbies autour du foncier, l'agro-industrie, etc. Tout ça, c'est quand même contrôlé par un certain nombre d'acteurs qui sont de plus en plus, qui se concentrent en plus. Et donc, là, on est vraiment dans des rapports de force. Et dans la troisième partie du livre, justement, on a essayé de montrer comment ces rapports de pouvoir FNSEA s'incarnent en fait dans des petites décisions et dans des rapports de pouvoir autour de la filière lait, par exemple. Il y a eu des blocages pour laisser le bio venir, laisser Biolait faire une collecte de lait bio dans les Hautes-Alpes. Donc, ces blocages-là, ils s'incarnent vraiment sur des décisions politiques qui ont une incidence énorme, en fait, qui ont des conséquences pour tous les éleveurs laitiers des Hautes-Alpes qui n'ont pas pu faire de bio plus tôt. Il y a des systèmes limite mafieux, hein, parfois. Bon, on n'a pas parlé de tout ça nécessairement, mais on s'est rendu compte au fil de ces 5 années qu'il y avait parfois des blocages, des verrous. Et donc, on a essayé de montrer, donc il y a une analyse en termes de verrous aussi, de quels sont les verrous de la transition, qui a été fait au niveau international par IPES Food, qu'on a essayé de reprendre en montrant que ces verrous-là, ils s'incarnent aussi sur un territoire, notamment à travers ces rapports de pouvoir. Et pour nous, il y a forcément des luttes au niveau des syndicats qui se passent et au niveau des ministères, mais il y a aussi la possibilité de renforcer les alternatives. Et nous, on a pris ce chemin-là, qui a été de renforcer des alternatives sur un territoire en disant, bon, les alternatives, elles sont là, elles existent. On peut aussi les soutenir et les renforcer sans aller frontalement dans un combat, même s'il y a aussi des combats à mener par ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce que vous avez évoqué, le lien entre le genre ou la place des femmes en particulier que ce soit les petites fermes ou des cas que vous avez pu suivre, sur cette thématique en particulier? Oui, ok. Alors, je vais dire quand même 2 mots de ce groupe Femmes et Agroécologie, parce que ça a été un point important au début. Dans ce projet, il n'y avait pas du tout de question de genre abordée. Bon, moi, ça faisait 20 ans déjà que je travaillais sur la question, je croise les questions genre, agriculture, environnement, écologie au niveau international. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai proposé en fait à une éleveuse qu'on démarre un groupe femme, et tout de suite, ça a mordu à l'hameçon. Elle m'a dit, OK, on lance quelque chose. Donc, on a lancé une première rencontre de paysannes sur, donc pas toutes les Hautes-Alpes, mais le nord du territoire, parce qu'il y a aussi une question de temps et de temps de passer sur la route pour rejoindre un groupe. Donc, on a eu une première rencontre avec une quinzaine de femmes qui ont répondu présentes et qui étaient là. Et on a laissé un petit peu émerger ce sur quoi elles avaient envie de travailler. Donc, à chaque fois, il y avait en fait un mélange d'action et de recherche. Donc, il y avait à la fois l'action avec ces chantiers collectifs qui sont mis en place petit à petit, d'entraide sur les fermes, et puis un côté recherche, plus comprendre c'était quoi pour elles l'agroécologie, notamment des questions d'accès aux formations. Est-ce que les formations auxquelles elles avaient accès répondaient à leurs besoins? On a aussi travaillé sur le fait que la charge domestique est inégalement répartie dans le monde rural, entre hommes et femmes, encore plus dans le monde rural que dans le reste de la société. Donc on le voyait bien dans notre groupe, c'est-à-dire que dès que les femmes commençaient à avoir des enfants petits ou en bas âge, elles venaient moins, parce que moins de temps, parce que plus de temps passait à s'occuper de la famille. Donc voilà, donc
on a vraiment pu incarner ces questions de genre avec ce groupe qui a intéressé beaucoup de monde. Après, depuis, je me suis rendu compte, pour avoir travaillé là-dessus aussi à l'échelle nationale, qu'il y a des groupes femmes agricultrices un peu partout en France, et notamment des groupes portés par les CIVAM, par la FNAB et par la Confédération paysanne, qui sont donc accompagnés, et qui mènent des analyses un peu féministes aussi au sein de ces groupes pour se rendre compte que le modèle dominant agricole, il est quand même, c'est un modèle qui a dominante masculine aussi. Il y a tout un chapitre là-dessus qui s'appelle Agriculture et masculinité, qui montre aussi que ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est souvent, et ça c'est des phrases qui ont été dites, qu'on a entendues, fournir du volume à la filière, c'est considéré comme viril. Autrement dit, si on est agriculteur, si on est un homme, un vrai, on doit produire beaucoup. Si on n'en vit pas bien, tant pis, on fait l'impasse là-dessus. Et si on se suicide au bout du compte parce qu'en fait on est tellement endetté que c'est plus possible. Voilà, il y a aussi plus de suicides chez les hommes que chez les femmes, c'est aussi pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'en fait on est embrigadé dans un système de surproduction ou de production intensive qui ne rémunère pas nécessairement et qui isole. Voilà, après il y a toutes ces questions-là sociologiques à aborder. Et donc, en contrepoint de ça, on a des femmes qui, effectivement, pour répondre à ta question, sont plus tournées sur une agriculture à petite échelle. Globalement, en France, une ferme pilotée par une femme, c'est 38 hectares en moyenne, un homme 62. Donc il y a déjà une énorme, quasiment un tiers d'écart en termes d'accès au foncier. Bon, il y a des raisons pour ça. Les femmes s'installent plus. Donc le profil des femmes agricultrices, c'est plutôt de s'installer hors cadre familial, c'est-à-dire qu'elles n'héritent pas nécessairement d'une ferme. Les fermes sont plus souvent transmises de père en fils que de père en fille ou de mère en fille. Donc les femmes vont plutôt s'installer, démarrer dessous de pièces, et plus souvent que les hommes démarrer en agriculture biologique ou avec une diversification ou une vente à la ferme. Les revenus des femmes sont moindres, mais ça c'est lié aussi au fait qu'elles ont des superficies moins importantes. Et puis, pour moi, donc pour compléter aussi cette question-là, pour moi, les femmes sont clairement un moteur de la transition agroécologique pour plein de raisons, pour tout ça, mais aussi parce qu'on s'est aperçu que dans toutes ces autres initiatives, pas qu'au niveau des fermes, mais au niveau aussi des outils de transformation, les fromageries, c'est souvent des femmes qui ont dit « Ok, là maintenant, on en a marre de voir les problèmes, on va essayer de chercher des solutions, on va créer une fromagerie. » Donc il y avait dans le Champsor, par exemple, au-dessus de Gap, une jeune femme qui avait d'ailleurs travaillé à la Chambre d'agriculture, qui avait quitté la chambre en se disant bon là il n'y a pas nécessairement de solution, et donc qui a créé une fromagerie pour transformer du lait localement dans le Champsor. Donc il y a 4 éleveurs aujourd'hui qui peuvent transformer en fromage leur lait au lieu de dépendre des circulants. Et donc d'abattoirs de proximité, pareil, il y a une présidente d'un abattoir et des éleveuses qui sont mobilisées pour reprendre un petit abattoir à Guillestre. Donc en fait, à tous les niveaux, on voit des femmes qui se mobilisent pour ces changements, aux côtés d'hommes parfois, mais pour moi, clairement, les femmes jouent un rôle moteur dans toutes ces composantes. Et alors, quand on parle d'alimentation, c'est encore pire dans le sens où il y a une très grande majorité de femmes dans les AMAP. Dans les projets alimentaires territoriaux, c'est quasiment que des femmes. Donc, dès qu'on est sur le sujet alimentation, voilà. Et parmi les élus aussi, on a finalement des femmes élues maires de petites communes qui vont aussi tenter d'orienter dans cette direction-là. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui passe un peu sous les radars des institutions, des médias. On entend très peu parler de ça. Et en réalité, c'est une composante hyper importante de la transition. Et s'interroger sur les inégalités. Moi, je viens de publier un rapport pour Oxfam France là, sur les inégalités femmes-hommes dans le monde agricole en France. Et il y a des chiffres qui s'alignent, qui sont assez probants, et dont je pense qu'au ministère de l'Agriculture, ils sont encore loin d'avoir compris à la fois la nécessité de transformer, de résoudre ces inégalités, et de comprendre aussi qu'il y a un effet levier, c'est-à-dire quand on résout les inégalités femmes-hommes dans le monde agricole, on favorise aussi la transition agroécologique. Et ça, c'est un aller-retour en fait qui est hyper intéressant sur le plan stratégie politique, mais qui est encore assez peu compris et connu du grand public et des acteurs institutionnels. Désolée, c'était une réponse un petit peu longue. Moi, je voulais juste vous demander si vous avez des exemples de choses que les restaurations collectives peuvent faire pour s'engager dans la transition agroécologique, parce que j'ai l'impression que souvent, en tout cas en ce qui concerne les structures médico-sociales, les EHPAD, etc., ils ont vraiment un budget hyper réduit, pas de temps, et que, pour avoir parlé avec certaines personnes dans des cantines de restauration collective de ces milieux-là, ils n'ont pas de temps, et les agriculteurs, les agricultrices n'ont pas non plus de temps pour... comment des personnes isolées, pas soutenues par les collectivités, pas soutenues par les politiques,
qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour s'engager là-dedans dans le cadre des restaurations collectives. Si vous avez des exemples, ça m'intéresse. Oui. Mmh. Alors, deux, trois choses qui me viennent à l'esprit en écoutant ta question. D'abord, je pense qu'il faut que les productrices, producteurs se rassemblent un peu. C'est-à-dire que ça peut partir que des collectifs. C'est-à-dire une personne seule ne va pas pouvoir livrer ses fromages, ses yaourts. Bon. Il me semble que de créer des dynamiques collectives autour de ça, c'est hyper important. Nous, on a la chance d'avoir l'acteur échange paysan, mais il y en a d'autres dans les départements qui mutualisent finalement les producteurs locaux et qui évitent ce temps qu'en n'ont pas les producteurs pour aller démarcher les cantines, etc. Et je pense qu'il faut aussi que ça vienne des institutions elles-mêmes et qu'au sein des institutions, et puis il y a des groupes de travail sur OK, comment on va changer ça. Effectivement, la question du prix, elle est souvent invoquée comme un frein. Alors, je connais moins tout ce qui est secteurs médicaux, sociaux. Par contre, je sais qu'au niveau de la cantine, la cuisine centrale de Briançon, qui est plutôt sur les écoles, il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. Et aujourd'hui, ils ont des repas qui ne sont pas plus chers. Mais ça implique des changements de pratiques importants et qu'il faut être prêt à faire. C'est-à-dire que c'est un changement de système, en fait, et de paradigme en interne et en externe. Dans les rapports aussi, dans un rapport plus d'équité. Donc je sais que par exemple la cantine de Briançon va faire des formes des cuisiniers ou même des structures pour faire ces transformations. Et dans ces transformations, il y a repenser complètement les achats, moins de viande, de la viande de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit que la viande industrielle, elle fond, c'est-à-dire qu'il y a une perte de 30%, je crois, donc ça veut dire acheter de la viande de meilleure qualité mais en moins grande quantité. Ça veut dire travailler sur le gaspillage alimentaire, ce qui est un énorme point. Ça veut dire aussi comprendre mieux comment fonctionne Sodexo et toutes ces boîtes de l'agro-industrie, en fait, industrielles qui... Bon, il faut commencer par... elles ont aussi un puissant pouvoir, en fait, souvent, puisqu'elles sont un peu en situation de monopole. Donc, il faut arriver à pouvoir questionner tout ça. C'est des espaces de dialogue aussi qui sont nécessaires. Et puis, c'est donc question de gaspillage alimentaire, former des équipes, installer des légumeries. Je sais que dans les cantines, aujourd'hui, dans les petites cantines, ils installent des légumeries parce qu'en fait, il y a plus de... Si on veut utiliser des produits non transformés, ça demande de la main-d'œuvre. Donc, ça veut dire avoir 2-3 personnes en plus dans une équipe pour pouvoir éplucher des patates, des pommes de terre et faire des gratins de pommes de terre à partir de vraies pommes de terre, par exemple. Donc, c'est repenser tout ça. Et la question économique, elle est évidemment centrale. Mais c'est souvent invoqué comme un frein avant même d'avoir regardé en fait qu'est-ce qu'on peut faire autrement. Il y a des postes où on peut économiser. Économiser sur le gaspillage, c'est énorme. Et puis avoir moins de viande, c'est aussi des économies. La cuisson lente, ça permet aussi de préserver la qualité nutritionnelle des aliments. Passer des baguettes où le pain est jeté à 80% à du pain bio en moins grande quantité. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Mais c'est vrai que sur le plan macro, ça nécessite que les gens se rassemblent autour d'une table et se posent vraiment les questions, cherchent des solutions en termes à la fois économiques et en termes opérationnels, c'est-à-dire vers qui on peut se tourner. C'est un travail aussi d'identification des productrices et des producteurs sur le territoire. Ça ne se fait pas tout seul, il faut les connaître, il faut aller les voir, il faut savoir dans quelles conditions ils seraient d'accord pour travailler, pour créer ces partenariats. Et puis il faut souvent des nouveaux acteurs aussi qui puissent faire l'intermédiaire. Ces grossistes de proximité qui ne vont pas prendre des marges énormes, mais qui vont en même temps faciliter ce travail-là. Donc c'est vraiment multifactoriel, toujours, les réponses dans ce domaine-là. Mais il faut commencer par impulser ça, je pense, en touchant la volonté politique de ces institutions et en leur donnant des exemples. Je pense qu'il faut identifier des exemples qui fonctionnent, comme Montsartou, comme la cantine de Briançon, et voir que ça a été fait ailleurs, donc pourquoi pas nous, quoi. Merci beaucoup Karine pour toutes ces infos, c'est super. Et ça donne vraiment envie de créer des initiatives pour la transition agroécologique dans le 04, ou en tout cas de les repérer un peu plus et de faire réseau, de créer un écosystème d'acteurs qui œuvrent ensemble et de façon solidaire pour la transition agroécologique. Merci Vina, merci beaucoup.